J'ai offert un collier à mon petit-fils pour son anniversaire et il a dit que c'était une saloperie bon marché. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Vos mots donnent vie à ces histoires. Je m'appelle Pierre, j'ai 72 ans, et voici l'histoire de comment un simple cadeau d'anniversaire a changé à jamais la relation avec mon petit-fils Antoine. Je vis à Paris depuis ma naissance, dans une petite maison du quartier de Montmartre, où chaque pierre raconte une histoire et chaque ruelle cache un souvenir. Ma vie a été simple mais digne. J'ai travaillé 40 ans comme bijoutier dans un atelier artisanal près de la place Vendôme, où j'ai appris que chaque bijou a une âme, chaque métal une histoire à raconter. Mes mains, maintenant ridées et marquées par le temps, ont façonné des milliers de bagues, colliers et bracelets, chacun destiné à sceller un moment spécial dans la vie de quelqu'un. L'atelier où je travaillais s'appelait l'Or de Paris et appartenait à M. Dubois, un homme sévère mais juste qui m'a enseigné tout ce que je sais. Je me souviens encore de mon premier jour de travail, j'avais 17 ans, mes mains tremblaient en tenant le petit marteau, et M. Dubois m'a dit « Pierre, l'or ne pardonne pas les erreurs, mais il récompense la patience. N'oubliez jamais cela. » Et je ne l'ai jamais oublié. Pendant 40 ans, j'ai forgé des métaux précieux avec la même dévotion qu'un peintre peint un chef-d'œuvre. Chaque pièce qui sortait de mes mains portait avec elle un fragment de mon âme, mon respect pour l'art ancien de la bijouterie. Ma femme Marguerite est décédée il y a 3 ans, me laissant seule dans cette maison qui semble maintenant trop grande pour un homme seul. Marguerite était une femme douce, avec des cheveux châtains toujours rassemblés en un chignon élégant et des yeux bleus qui brillaient quand elle souriait. Nous nous sommes rencontrés lors d'un bal du 14 juillet sur les Champs-Élysées, elle avait 19 ans et moi 22. Notre premier rendez-vous fut une promenade le long de la Seine, et je me souviens lui avoir offert une petite broche en argent que j'avais faite pendant mon temps libre. Elle la porta immédiatement et ne l'enleva jamais, même le jour où elle mourut. Mais je ne suis pas vraiment seul, il y a Antoine, mon petit-fils, le fils de ma fille Claire. Antoine a 18 ans et a toujours été la lumière de mes yeux. Claire a épousé un brave garçon, Michel, qui travaille comme ingénieur pour une entreprise de construction. Ils vivent dans un appartement moderne dans le 16e arrondissement, avec tout le confort que Marguerite et moi ne pouvions qu'imaginer quand nous étions jeunes. Quand Antoine était enfant, il venait souvent me voir dans l'atelier que j'ai aménagé au rez-de-chaussée de ma maison après la retraite. Il observait fasciné pendant que je travaillais l'or et l'argent, posait 1000 questions sur les métaux précieux et les pierres. Ses yeux s'illuminaient quand j'allumais la flamme du chalumeau et qu'il voyait le métal devenir liquide, malléable, prêt à se transformer en quelque chose de beau. « Grand-père Pierre, me disait-il avec ses yeux curieux, assis sur une vieille chaise en bois que j'avais apportée de l'atelier, un jour deviendrai-je aussi habile que vous. » Je souriais, éteignais le chalumeau et me penchais vers lui. « Habile non, Antoine. Tu deviendras bien plus habile. » Je lui expliquais comment reconnaître le vrai or du faux, comment distinguer un diamant d'un cristal, comment savoir si une pierre précieuse est naturelle ou synthétique. Antoine absorbait chaque mot comme une éponge, et je voyais en lui la même passion que j'avais ressentie à son âge. Mais les années passent, et les enfants grandissent. Antoine est devenu un jeune homme grand et mince, avec les cheveux sombres comme ceux de son père et les yeux verts de sa mère. Il étudie l'économie à la Sorbonne, a toujours le téléphone à la main, et quand il vient me voir, il semble toujours pressé, toujours l'esprit ailleurs. Nos conversations sont devenues plus courtes, plus superficielles. Il ne pose plus de questions sur les métaux ou les pierres. Il parle de bourse, d'investissement, de crypto-monnaie, des choses qui pour moi sont incompréhensibles comme une langue étrangère. Son 18e anniversaire approchait, et je voulais lui faire un cadeau spécial. Pas quelque chose de cher ou d'ostentatoire, mais quelque chose qui venait du cœur, qui portait avec lui l'histoire de notre famille. Ainsi, dans mon petit atelier au rez-de-chaussée de la maison, j'ai commencé à travailler sur un projet qui me tenait éveillé la nuit. J'ai pris une chaîne en argent que j'avais forgée des années auparavant, quand je travaillais encore dans l'atelier. C'était une chaîne particulière, faite avec une technique ancienne que peu de bijoutiers connaissent encore. Chaque maillon était soudé à la main, un par un, avec une précision millimétrique. Le résultat était une chaîne qui semblait fluide comme l'eau, résistante comme l'acier.
À cette chaîne, j'ai ajouté un pendentif particulier, une petite clé, également en argent, gravée avec les initiales P.A., Pierre et Antoine. Mais ce n'était pas seulement des initiales, j'avais aussi gravé de petits symboles qui représentaient notre famille. Un petit marteau pour mon travail de bijoutier, une étoile pour Marguerite, qui aimait regarder les étoiles depuis la fenêtre de notre chambre, un livre pour représenter les études d'Antoine. La clé n'était pas seulement décorative, elle ouvrait vraiment quelque chose. Elle ouvrait un petit coffret que je gardais dans ma chambre, un coffret en bois marqué que Marguerite avait hérité de sa mère. À l'intérieur, je conservais les photographies les plus chères, notre mariage, la naissance de Claire, les premiers pas d'Antoine, les vacances d'été en Normandie. Le symbolisme était clair pour moi, cette clé représentait l'accès aux souvenirs de la famille, à notre histoire, aux valeurs que j'avais essayé de lui transmettre au fil des années. Ce n'était pas de l'or massif ou du platine, mais c'était fait avec amour, avec mes mains, avec mon expérience d'une vie. J'ai travaillé sur le collier pendant 3 semaines, chaque soir après le dîner. J'allumais les lampes de l'atelier, mettais la musique classique que Marguerite aimait tant, et me perdais dans le travail. Chaque étape demandait de l'attention, la soudure devait être parfaite, le polissage impeccable, la gravure précise au millimètre. La veille de l'anniversaire, j'ai poli le collier jusqu'à le faire briller comme une étoile. Je l'ai mis dans une petite boîte de velours bleu foncé, celle que j'utilisais pour les pièces les plus précieuses dans mon magasin. En la regardant, j'ai senti une pointe au cœur, un mélange de fierté et de nostalgie. Il était parfait. C'était le bon cadeau pour mon petit-fils. Le jour de l'anniversaire, la maison de Claire était pleine de monde. Amis d'Antoine, parents, voisins. L'appartement moderne avec ses parquets brillants et ses murs blancs était décoré de ballons colorés et de banderoles de félicitations. L'air sentait le gâteau au chocolat fait maison par Claire et l'espresso que Michel préparait avec sa machine automatique. Il y avait de la musique que je ne reconnaissais pas, des sons électroniques qui sortaient d'une petite boîte noire qu'Antoine appelait enceinte Bluetooth, et des rires qui remplissaient chaque coin. Les jeunes amis d'Antoine étaient ou s'habillaient à la mode, avec des chaussures chères et des montres numériques qui faisaient des choses que je ne comprenais pas. Antoine portait une chemise blanche de marque et un jean sombre. Il semblait heureux en recevant les félicitations et en déballant les cadeaux. J'ai observé les autres cadeaux, une montre de sport à 200 €, des écouteurs sans fil, des bons d'achat pour des magasins de vêtements, de l'argent liquide dans des enveloppes élégantes. J'ai attendu le bon moment. Quand la foule s'est un peu dispersée et qu'Antoine s'est assis sur le canapé en cuir blanc pour se reposer, je me suis approché avec ma petite boîte à la main. Mon cœur battait fort, comme quand j'étais jeune et que j'ai offert la première bague à Marguerite. Antoine, ai-je dit, m'asseyant à côté de lui sur le canapé qui grinçait sous mon poids, ceci est pour toi. Bon anniversaire, mon garçon. Il a pris la boîte avec un sourire distrait, les yeux encore tournés vers ses amis de l'autre côté de la pièce. L'un d'eux, un garçon grand aux cheveux teints en blond, racontait une blague et tout le monde riait. Antoine a ouvert la boîte et est resté silencieux un moment, observant le collier. J'ai vu ses yeux passer de la chaîne au pendentif, remarquer les détails de la gravure, toucher légèrement l'argent du doigt. Puis il a levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de gratitude, pas de curiosité. Il y avait de la déception. De l'agacement, peut-être. Comme s'il avait ouvert une boîte en s'attendant à trouver un diamant et qu'il avait trouvé un caillou à la place. « Grand-père » a-t-il dit d'un ton que je n'oublierai jamais, un ton qui avait la froideur du métal non travaillé, c'est de la camelote bon marché. Qu'est-ce que je suis censé en faire? Les mots m'ont frappé comme un marteau sur la poitrine. J'ai senti le sang quitter mon visage, mes mains commençaient à trembler comme quand j'étais nerveux dans ma jeunesse. Autour de nous, les conversations continuaient, mais pour moi le monde s'était arrêté. Le bruit de la musique est devenu un bourdonnement lointain, les rires des autres me semblaient des échos d'une autre planète. C'est fait à la main, ai-je balbutié, essayant de garder ma voix ferme. La clé ouvre le coffret des souvenirs de grand-mère Marguerite. Je pensais que... Grand-père, allez, m'a-t-il interrompu, refermant la boîte d'un geste brusque qui a fait un petit bruit sec. Je suis de 2006, pas de 1950. Qui porte encore ce genre de choses? On dirait que ça sort d'un marché aux puces.
Quelques-uns de ses amis s'étaient approchés et écoutaient. J'ai vu dans leurs yeux cette pitié condescendante qui fait plus mal que la méchanceté ouverte. L'un d'eux, le garçon blond avec un t-shirt de marque qui coûtait probablement autant que ma retraite d'une semaine, a ricané. « Joli, Antoine. » « Très vintage, a-t-il dit avec sarcasme, et les autres ont ri. Une fille aux cheveux roses a ajouté, « Mon grand-père m'offre toujours ce genre de truc. » Je les comprends, les pauvres, ils sont d'une autre époque. J'ai pris la boîte des mains d'Antoine, l'ai glissée dans la poche de ma veste et me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais j'ai réussi à sourire. C'était un sourire forcé, le même que je faisais quand un client n'appréciait pas une pièce sur laquelle j'avais travaillé pendant des jours. D'accord, mon garçon. Ce n'était qu'une pensée. Grand-père, ne le prends pas mal, a dit Claire, qui s'était approchée et avait tout entendu. Elle avait dans les yeux cette inquiétude que je reconnaissais depuis qu'elle était enfant et qu'elle avait fait quelque chose de mal. Antoine ne voulait pas dire. Non, non, ai-je répondu, levant une main. Antoine a raison. Les temps changent. Je suis resté en arrière. J'ai salué tout le monde, j'ai embrassé Antoine, qui s'est laissé embrasser avec la rigidité d'un mannequin, et je suis parti vers la porte. Michel m'a accompagné, me chuchotant, « Pierre, ne fais pas attention à ce qu'il a dit. Il est jeune, il ne comprend pas encore la valeur des choses faites à la main. » Mais je savais que ce n'était pas seulement une question d'âge. C'était une question de respect, de valeur, d'éducation. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais échoué en tant que grand-père, en tant que transmetteur de tradition. Le voyage de retour en métro a été le plus long de ma vie. Pendant le trajet, en regardant la ville défiler par la fenêtre, j'ai gardé la main dans ma poche, serrant la petite boîte. Chaque secousse du véhicule me rappelait les mots d'Antoine, « Camelot bon marché ». Chaque arrêt était un autre coup de poignard au cœur. Une fois chez moi, je me suis assis dans mon fauteuil préféré, celui en velours bordeaux où Marguerite s'endormait en regardant la télévision le soir. J'ai ouvert la boîte et j'ai regardé le collier à nouveau. À la lumière de la lampe avec l'abat-jour en tissu que Marguerite avait cousu à la main, l'argent brillait doucement. La petite clé pendait avec grâce, parfaite dans ses proportions. Il était beau. Il était fait avec amour. Ce n'était pas de la camelote bon marché. Mais peut-être que pour Antoine, ça l'était vraiment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans la maison vide, je suis entré dans l'atelier et j'ai regardé tous mes outils, les pinces, les marteaux, les limes, le chalumeau. Chacun de ces outils avait une histoire, chacun avait contribué à créer de la beauté. Mais à quoi servait tout cela si la personne la plus importante pour moi ne pouvait pas le voir? J'ai repensé à tous les moments passés avec mon petit-fils, à toutes les fois où j'avais cru voir dans ses yeux l'affection et le respect. M'étais-je trompé? Était-ce toute une illusion de ma part? Ou avait-il vraiment changé en grandissant? Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à me comporter différemment. Quand Antoine m'appelait, je répondais poliment mais sans l'enthousiasme d'avant. Je ne lui demandais plus comment allaient ses études, s'il avait besoin de quelque chose, s'il voulait venir déjeuner le dimanche. Je répondais à ses questions par des monosyllabes, souriais poliment mais sans chaleur. Quand il venait me voir, je l'accueillais avec un sourire poli mais distant. Je ne lui posais plus mes questions habituelles sur ses études, ses amis, ses projets. Je ne lui proposais plus d'entrer dans l'atelier pour voir sur quoi je travaillais. Je répondais à ses questions, mais je n'en posais pas. Au début, il ne s'en est pas rendu compte. Il était trop pris par sa vie, ses engagements universitaires, ses sorties avec ses amis. Mais après quelques semaines, j'ai remarqué qu'il me regardait avec curiosité quand il pensait que je ne m'en apercevais pas. Ses yeux cherchaient quelque chose dans les miens, une étincelle d'affection qu'il n'arrivait plus à trouver. « Grand-père, tout va bien ?» m'a-t-il demandé un dimanche, pendant que nous déjeunions chez Claire. Claire avait préparé son fameux coq au vin, celui que Marguerite lui avait appris à faire, mais je mangeais sans appétit. « Tout va bien, Antoine. » Pourquoi? Je ne sais pas, tu sembles différent. J'ai souri, le même sourire poli que je réservais aux étrangers. Je vais bien, mon garçon. Peut-être que je suis juste fatigué. Mais ce n'était pas de la fatigue.
C'était une décision consciente. J'avais compris que le respect ne peut pas être imposé, mais qu'il peut être gagné. Et parfois, pour le gagner, il faut d'abord le perdre complètement. Entre-temps, j'avais commencé à travailler sur un projet. Le collier qu'Antoine avait refusé était devenu le point de départ de quelque chose de plus grand. J'ai démonté la chaîne originale et j'ai commencé à la reconstruire, ajoutant des éléments, améliorant les détails, la transformant en quelque chose d'extraordinaire. J'ai travaillé chaque soir pendant des semaines, poussé par une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai ajouté de petites pierres semi-précieuses que j'avais conservées pendant des années dans mon coffret personnel, un grenat rouge foncé qui symbolisait la passion, une améthyste violette pour la sagesse, un quartz rose pour l'amour inconditionnel. Chaque pierre avait été taillée et sertie à la main, avec la précision d'un chirurgien. J'ai gravé sur la clé non seulement nos initiales, mais aussi une date, le jour où Antoine était né, le 15 mai 2006. J'ai ajouté de petits détails que seul un œil expert pouvait apprécier, de minuscules feuilles d'acanthe gravées sur les côtés de la clé, une petite rose en l'honneur de Marguerite, un soleil stylisé qui représentait l'espoir. Le résultat était une pièce unique, un bijou que n'importe quel collectionneur aurait payé des milliers d'euros. Mais il n'était pas destiné à la vente. Il était destiné à enseigner une leçon. Un mois après l'anniversaire d'Antoine, il y a eu la fête de diplôme de sa cousine Françoise, la fille de mon frère André. Françoise venait d'obtenir son diplôme d'architecture avec mention très bien, et André avait organisé une grande fête dans son restaurant, le Temps Retrouvé, dans le centre de Paris. Toute la famille était invitée, y compris Antoine et ses parents. J'ai décidé d'y aller, et j'ai apporté un cadeau pour Françoise, le collier transformé, enfermé dans une boîte de velours noir avec le logo de l'ancienne bijouterie où je travaillais. La fête était élégante, avec des tables dressées de nappes blanches et de centres de table de fleurs fraîches. Il y avait un photographe professionnel qui immortalisait les plus beaux moments, et un petit groupe musical qui jouait du jazz en arrière-plan. Quand j'ai donné le cadeau à Françoise, elle a ouvert la boîte et a retenu son souffle. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte dans une expression de pur étonnement. Tous les présents se sont approchés pour voir, et j'ai entendu les murmures d'admiration qui s'élevaient comme un chœur. « Grand-père Pierre, » a dit Françoise avec les yeux brillants, touchant délicatement le collier, « il est magnifique. » « Je ne peux pas l'accepter, il doit valoir une fortune. » « Il vaut ce qu'il vaut, » ai-je répondu, « mais il est fait pour toi. Porte-le avec fierté. » André, mon frère, s'est approché pour mieux regarder. Ses yeux, experts grâce à son travail dans le secteur de la restauration de luxe, ont immédiatement reconnu la qualité de la pièce. Pierre, c'est un chef-d'œuvre. Les pierres sont authentiques, le travail est parfait. Tu as dû travailler des mois dessus. Antoine était de l'autre côté de la pièce, mais j'ai vu qu'il s'était approché pour regarder. Quand il a vu le collier, son visage a pâli. Il a reconnu la clé, a vu les pierres, a compris que c'était sa camelote bon marché, transformée en chef-d'œuvre. Françoise a mis le collier immédiatement, et tout le monde a commencé à la féliciter. Le collier brillait sur sa peau bronzée, les pierres captaient la lumière des lampes du restaurant créant de petits arcs-en-ciel. Pierre, cette pièce est incroyable. Tu as dû travailler des mois dessus, a dit André assez fort pour que tout le monde l'entende. En fait, ai-je répondu, élevant légèrement la voix pour être sûr qu'Antoine m'entende, c'était un projet que j'avais commencé pour l'anniversaire d'Antoine. Mais il n'a pas apprécié mon travail, alors j'ai décidé de le terminer pour quelqu'un qui pourrait le valoriser. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les conversations se sont arrêtées, la musique a semblé plus forte, tous les yeux se sont tournés vers Antoine. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de choc, de honte et de compréhension tardive. Claire a regardé son fils avec désapprobation, Michel a secoué la tête, André a fait une grimace de désapprobation. Mais je ne ressentais aucune satisfaction d'avoir embarrassé Antoine. Je ne ressentais qu'une profonde tristesse pour ce que nous avions perdu. Après la fête, pendant que j'attendais le métro à l'arrêt près du restaurant, Antoine m'a rejoint en courant. Il courait comme quand il était enfant et qu'il avait peur de rater le bus pour aller à l'école. « Grand-père, attends » a-t-il dit, essoufflé. « Il faut qu'on parle. »« De quoi, Antoine ? » « De ce qui s'est passé à mon anniversaire. »
Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Je ne savais pas que ce collier était, que tu l'avais fait toi. Je pensais qu'il était acheté dans un magasin bon marché. J'ai regardé mon petit-fils dans les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu l'enfant qu'il avait été, celui qui me posait 1000 questions dans l'atelier, celui qui me regardait avec admiration pendant que je travaillais. Antoine, ai-je dit doucement, j'ai fait des bijoux pendant 40 ans. Crois-tu vraiment que je t'aurais offert quelque chose de médiocre pour ton 18e anniversaire? Il a baissé les yeux, fixant ses chaussures chères. Non, grand-père. J'ai été un idiot. Tu n'as pas été un idiot, Antoine. Tu as été superficiel. Il y a une différence. Est-ce que je peux récupérer le collier? L'original, je veux dire. Avant que tu le transformes. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire qui venait du cœur. Le collier original n'existe plus, Antoine. Il est devenu celui que porte Françoise. Mais je peux t'en faire un autre, si tu veux. Mais cette fois, tu devras le mériter. Comment? Viens dans mon atelier chaque samedi pendant un mois. Apprends à travailler l'argent. Comprends la valeur du travail manuel, de la patience, de la dévotion. Puis, si tu veux encore ce collier, nous le ferons ensemble. Antoine a hoché la tête avec vigueur, et dans ses yeux j'ai vu une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. Oui, grand-père. Je veux le faire. Les samedis suivants ont été les plus beaux que j'avais passés depuis longtemps. Antoine arrivait ponctuellement à 9 heures du matin, enfilait le vieux tablier de toile que j'utilisais quand j'étais jeune, et apprenait. Il apprenait à forger, à souder, à polir. Il se brûlait les doigts avec le chalumeau, se salissait les mains avec les composés de nettoyage, transpirait sous la lumière chaude des lampes de l'atelier. Mais surtout, il apprenait à écouter. Pendant que nous travaillions, je lui racontais des histoires sur la famille, sur sa grand-mère Marguerite, sur les sacrifices que nous avions faits pour construire une vie digne. Je lui parlais de la valeur des choses faites à la main, de l'amour qu'on peut mettre dans un objet, de l'importance d'apprécier les gestes, pas seulement les résultats. Grand-père, m'a-t-il dit un samedi, pendant qu'il limait une petite plaque d'argent avec des mouvements encore incertains, je suis désolé pour ce que j'ai dit à mon anniversaire. Je le sais, Antoine. Non, pas seulement pour les mots. Je suis désolé de ne pas avoir compris. De ne pas avoir vu tout le travail qu'il y avait derrière. J'ai posé mes outils et je les regardais. Antoine, sais-tu ce qui m'a fait le plus mal? Les mots? Non. Le fait que tu ne m'aies pas posé de questions. Quand tu étais enfant, tu posais toujours des questions. Tu voulais tout savoir. À ton anniversaire, tu as regardé le collier et tu as jugé sans demander. Sans curiosité. Antoine a hoché la tête lentement. Tu as raison. Je suis devenu paresseux. Mentalement paresseux. À la fin du mois, nous avions terminé ensemble un nouveau collier. Il n'était pas identique au premier, mais il était tout aussi beau. Antoine avait contribué à chaque étape, des soudures aux finitions. Ses mains, d'abord maladroites, avaient gagné en assurance. Ses mouvements étaient devenus plus précis, plus conscients. Quand nous l'avons terminé, il l'a pris dans ses mains avec une délicatesse que je ne lui avais jamais vue. Il l'observait comme s'il voyait vraiment un bijou pour la première fois, remarquant chaque détail, chaque imperfection qui le rendait unique. Il est parfait, grand-père. Il est nôtre, Antoine. Nous l'avons fait ensemble. Ce soir-là, pendant que je rangeais l'atelier, j'ai trouvé Antoine assis sur la vieille chaise en bois où il s'asseyait enfant, avec le collier encore dans la main. Il le regardait à contre-jour, le faisant briller sous la lampe. « À quoi penses-tu » lui ai-je demandé. « Je pense au temps que tu as mis pour faire le premier collier. Et au peu de temps qu'il m'a fallu pour le détruire avec mes mots. Les mots blessent, Antoine, mais ils peuvent être réparés. Comme les bijoux cassés. Comment? Avec de la patience, avec de l'amour, et avec la volonté de recommencer. » Antoine a souri, et dans ce sourire j'ai revu l'enfant curieux que je connaissais. « Grand-père, est-ce que je peux continuer à venir ici le samedi? Même maintenant qu'on a fini le collier? »
Tu peux venir quand tu veux, Antoine. C'est chez toi ici. Dans les mois qui ont suivi, notre relation a profondément changé. Antoine a commencé à m'appeler plus souvent, non par devoir mais par plaisir. Il venait me voir même en semaine, parfois juste pour prendre un café et me raconter sa journée. Il a commencé à amener ses amis dans l'atelier, leur expliquant avec fierté le travail que nous faisions ensemble. Un jour, pendant que nous travaillions sur un bracelet pour sa mère, il m'a dit, « Grand-père, j'ai compris quelque chose. Dis-moi. La valeur d'un cadeau ne réside pas dans le prix, mais dans l'intention. Et dans l'amour qu'on y met. » J'ai souri. Tu as mis du temps à le comprendre, mais mieux vaut tard que jamais. Et j'ai compris autre chose. Quoi? Que tu ne m'as pas seulement offert un collier pour mon anniversaire. Tu m'as offert une leçon. Et j'étais trop stupide pour l'avoir. Pas stupide, Antoine. Jeune. Les jeunes voient parfois seulement la surface des choses. Mais en grandissant, on apprend à regarder plus profondément. Aujourd'hui, Antoine porte toujours le collier que nous avons fait ensemble. Il ne l'enlève jamais, même quand il va à la salle de sport ou à la plage. Il dit que ça lui rappelle qui il est, d'où il vient, et l'importance de ne jamais juger un livre à sa couverture. Il a aussi commencé à étudier la bijouterie comme hobby, et il devient vraiment bon. Pas aussi bon que moi, comme il disait enfant, mais bon à sa façon, avec sa sensibilité et sa créativité. Il y a quelques semaines, pour mon 73e anniversaire, il m'a offert une bague qu'il avait faite tout seul. Elle est simple, pas parfaite, mais elle est faite avec amour. Quand je l'ai mise, j'ai ressenti la même fierté que je ressentais quand Marguerite portait les bijoux que je lui faisais quand nous étions fiancés. « Elle te plaît, grand-père » m'a-t-il demandé, nerveux comme un enfant qui attend l'approbation. « Elle est magnifique, Antoine. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Vraiment? Vraiment. Parce que ce n'est pas seulement une bague. C'est la preuve que tu as appris la leçon. Quelle leçon? Que l'amour s'exprime à travers les gestes, pas à travers les mots. Et que chaque objet fait de ses propres mains porte en lui un morceau de son âme. Antoine m'a embrassé, et dans cette étreinte j'ai senti toute l'affection que je pensais avoir perdue ce jour d'anniversaire. Elle n'avait jamais vraiment été perdue. Elle était juste restée cachée sous des couches de superficialité et de précipitation. Maintenant, quand les gens me demandent comment j'ai fait pour reconstruire la relation avec mon petit-fils, je réponds toujours la même chose, je ne l'ai pas reconstruite moi. Nous l'avons reconstruite ensemble, pièce par pièce, comme on fait avec les bijoux cassés. Parce que c'est la vérité, les relations humaines sont comme les métaux précieux. Ils peuvent s'oxyder, ils peuvent perdre leur éclat, ils peuvent sembler abîmés pour toujours. Mais avec les bons soins, avec la patience et avec l'amour, ils peuvent retrouver leur brillant, plus éclatant qu'avant. Le collier qu'Antoine avait appelé « Camelot bon marché » est devenu le symbole de notre réconciliation. Pas celui que porte Françoise, mais celui que nous avons fait ensemble, pièce par pièce, erreur après erreur, jusqu'à créer quelque chose de parfait. Et chaque fois que je le vois au cou d'Antoine, je souris. Parce que je sais que dans ce collier il n'y a pas seulement de l'argent et des pierres. Il y a l'histoire d'un grand-père et d'un petit-fils qui ont appris à se regarder avec des yeux nouveaux, à se respecter mutuellement, et à comprendre que le vrai amour ne se mesure pas en euros ou en carats, mais en temps, patience et compréhension. C'est mon histoire. L'histoire de comment un moment de douleur s'est transformé en une opportunité de croissance, pour nous deux. Et de comment, parfois, les mots les plus cruels peuvent devenir le point de départ des plus belles relations. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Votre soutien donne vie à ces histoires de famille et d'amour. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.